Oh, regardez, c'est pas la Fondation Rovaltin? Ah ça, c'est encore des spray du bocal. Qu'est-ce qu'ils font? Je crois qu'ils vont nous régaler avec un peu de science. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de la parenthèse scientifique. Alors ce mois-ci, l'émission a pour thème la botanique au sommet des montagnes, ou l'incroyable adaptation des plantes face aux conditions extrêmes et comment elles nous informent sur les capacités et les mécanismes mis en place par ces êtres vivants pour s'adapter aux variations climatiques. Et puis comme d'habitude, vous retrouverez après l'interview les actus scientifiques, les actus de la Fondation et l'anecdote de Manon. Et puis avec moi aujourd'hui pour animer cette émission, Manon. Bonjour. Damien. Bonjour à tous et à toutes. Et puis un nouveau venu, Julien. Bonjour. Bonjour à tous. Allez, la parenthèse scientifique, c'est maintenant et c'est parti. Vous reprendrez bien un peu de science? Et notre invité du mois, eh bien, c'est Sébastien Lavergne. Bonjour Sébastien. Bonjour tout le monde. Alors Sébastien, vous êtes directeur de recherche au CNRS, au laboratoire d'écologie alpine de l'université Grenoble-Alpes, où vous êtes arrivé en 2007. Vous y menez en ce moment des travaux sur la répartition biogéographique et l'évolution des plantes des hautes altitudes, particulièrement évidemment dans le domaine alpin. Et vous étudiez les mécanismes d'adaptation mis en place par la flore pour survivre dans des conditions extrêmes. Alors, en plus des plantes, vous vous intéressez également à l'évolution des niches écologiques, des populations d'oiseaux, ainsi qu'aux mécanismes évolutifs des invasions biologiques. Alors, Sébastien, on est très heureux de vous recevoir. Apparemment, vous êtes également un alpiniste aguerri, ce qui vous permet d'aller étudier par vous-même cette biodiversité verticale. Alors, première question, Sébastien, merci d'abord d'être avec nous aujourd'hui. Comment devient-on un écologue vertical ? Oui, bonjour, merci à vous de me recevoir. Alors, je pense qu'on devient écologue vertical un peu par intérêt, bien sûr, d'abord pour les milieux verticaux. Et puis, à ceci s'ajoute une motivation scientifique. Et la motivation scientifique qui est à l'origine de mes travaux, c'est tout simplement que les milieux de haute altitude étaient des milieux très peu explorés jusqu'à il y a quelques années, enfin jusqu'à que nous, on s'y intéresse. Donc, on est dans une forme de terrain incognita un peu de la science. Il y a des espèces nouvelles qu'on découvre. Et puis voilà, ça pose aussi des questions fondamentales sur, vous l'avez dit, l'origine d'écosystèmes qui sont adaptés à des conditions extrêmes. Alors, Sébastien, s'il y en a une, à quoi ressemble une journée type sur le terrain ? Alors, une journée type sur le terrain, on va dire, elle commence déjà par l'endroit où on dort, puisqu'on se lève très tôt. Des fois, on se lève à 2 h du matin, parce qu'on a affaire à de très longues approches, parfois, et puis littéralement des sorties d'alpinisme pour l'échantillonnage que l'on réalise. Donc souvent, on est dans un refuge, c'est pas si spartiate que ça, on peut dormir en refuge. Des fois aussi, on est en bivouac, dans des endroits plus incommodes. Et en général, notre journée de terrain consiste à suivre une route, un itinéraire de montagne, de haute montagne, d'escalade ou d'alpinisme, et de récolter des échantillons. Donc ce qui base la journée de terrain, je dirais d'abord, c'est la prospection. On va dans des zones où on pense qu'on peut trouver des plantes qui nous intéressent. Et ensuite, c'est la notion d'itinéraire et puis de course d'alpinisme. C'est-à-dire qu'on essaye bien sûr de finir tôt, puisqu'il y en a des contraintes de sécurité tout simplement à respecter. Ça dure combien de temps ces sorties ? C'est sur la journée ou c'est plusieurs jours, voire semaines d'expédition ? Oui, une journée, typiquement, c'est une journée très longue. Donc souvent, on alterne une journée de sortie puis une journée d'approche, souvent. Donc on va, en période de terrain un peu intense, faire des sorties réelles d'échantillonnage environ tous les 2 jours. Et puis ma saison de terrain, en général, s'échelonne sur les mois de juin et les mois de juillet. La fenêtre, finalement, de végétation à haute montagne est très, très courte. La fenêtre d'accès est de plus en plus courte. Comme vous le savez, la haute montagne a des accès de plus en plus dangereux au jour d'aujourd'hui avec les changements climatiques. Donc souvent, dès la mi-juillet, il faut être extrêmement prudent. D'accord. Et on s'imagine qu'il faut avoir aussi une bonne condition physique pour aller là-bas. Vous travaillez sur des écosystèmes qui survivent dans des conditions très particulières, comme vous en parlez. C'est même difficile pour les humains d'y arriver en altitude. Donc on a des fortes variations de température, les écosystèmes sont accrochés à des parois. Quand on faisait quelques recherches sur votre travail, on a entendu parler des plantes coussins, qui sont pas des plantes en fait, mais des écosystèmes à eux tout seuls. Vous pouvez nous en dire plus ? Oui.
Une plante en coussin, donc le coussin, c'est une forme de vie végétale, et au même titre, ce que j'appelle une forme de vie, ça va être un port en arbre ou un arbrisseau, donc ça c'est ce qu'on appelle une forme de vie. Donc là c'est une forme de vie très peu connue, qui est en fait une forme végétale. Un coussin est issu d'une seule graine, hein, c'est une seule plante, et c'est une plante qui va avoir une croissance très très lente et qui va croître de manière concentrique, hein, du centre à l'extérieur. Et la particularité de ces plantes, s'il en est, c'est qu'elles sont extrêmement longévives. Elles peuvent vivre pour certaines plusieurs centaines d'années, donc au même titre que des arbres. Donc ce sont des tout petits arbres d'altitude. Et comme vous l'avez dit, ce sont aussi des îlots de vie en haute montagne, puisque ces plantes abritent tout un petit écosystème qui va des bactéries, des champignons jusqu'aux insectes, qui sont soit des consommateurs primaires, soit aussi des prédateurs des consommateurs primaires. Donc on a vraiment toute une petite chaîne trophique qui se met en place sur la base de ces plantes en coussin. Ok, bon, on a bien compris ce que c'était alors que ces plantes en coussin. Et une des premières questions que l'on peut se poser est la stratégie que développent ces plantes et ces écosystèmes pour s'accrocher et rester fixés dans ces conditions extrêmes. Donc par conditions extrêmes, on entend verticalité, température, météo. Quel système racinaire permet une telle verticalité ? Oui, la partie un peu cachée de ces plantes en coussin, c'est qu'elles ont un système racinaire extrêmement développé qui leur permet d'aller s'ancrer très profondément dans la moindre fissure de paroi. Et d'ailleurs même, je pense qu'au même titre que les icebergs, une énorme partie de la biomasse, en tout cas de ces plantes, se trouve dans une zone qui n'est pas visible à l'extérieur. Dans la face cachée de la Terre. Voilà, c'est la face cachée de ces plantes. Elles poussent très profondément. Elles sont certainement en association aussi avec des microbes qui leur permettent d'être une meilleure interface avec le minéral et d'en tirer en fait des ressources. Ça, ce sont des choses qui sont extrêmement peu connues. C'est aussi des plantes qui résistent à des gels très très intenses, qui sont capables de résister à des températures très très froides, hein, puisqu'elles n'ont pas toutes le loisir d'être couvertes par la neige en hiver, donc elles résistent à des températures vraiment extrêmes. Aussi bien froid, mais des fois aussi en été à des chaleurs très très fortes. Donc elles subissent des amplitudes thermiques qui sont phénoménales. Est-ce qu'on peut dire que ces plantes, elles recréent un peu du sol à partir de la roche dans les fissures, ou c'est plus complexe ? Non, on peut vraiment dire que ces plantes font ce qu'on appelle une construction de niche, c'est-à-dire qu'elles participent à l'élaboration de leur propre milieu de vie, qui est effectivement, comme vous le dites, issu de la décomposition de leur propre matière organique. Donc, en dessous de ces plantes se décomposent les feuilles qui sont issues de ces plantes et qui, en fait, génèrent un nouveau sol, un sol de nouveau, on dira. Donc, en fait, elles créent elles-mêmes, elles sont un peu pionnières dans ces milieux extrêmement minéraux, et elles vont créer un milieu de vie qui leur est favorable et qui est favorable aussi à d'autres organismes. Une forme d'économie circulaire. Alors, on peut voir ça comme une forme d'économie circulaire à très petite échelle, on peut aussi voir ça comme une forme de coopération. Parce que je dirais que c'est plutôt ça qui caractérise les interactions biotiques dans ces milieux, c'est ce qu'on appelle les interactions de facilitation. Les espèces se facilitent les unes les autres, et les plantes en coussin sont vraiment au centre de ce réseau d'interactions positives, de facilitation, puisqu'elles permettent à des organismes, plantes et aussi animaux, de se développer dans des conditions vraiment extrêmes et dans lesquelles ils ne pourraient pas se développer en l'absence de ces plantes en coussin. Ouais, on imagine aussi avec les champignons et les bactéries, là, comment elles font pour arriver là-bas malgré tout. C'est compliqué. Oui, c'est impressionnant. Alors, je ne sais pas comment je peux répondre à ça, mais effectivement, les champignons et les bactéries sont quand même des organismes assez dispersifs. C'est quand même beaucoup plus dur de s'imaginer comment des insectes non volants, pour certains, se retrouvent dans ces milieux-là et ont été capables de disperser d'un sommet à un autre. Ça reste un grand mystère. Il y a des gens qui ont proposé l'idée que c'est des organismes qui sont essentiellement dispersés par le vent, même les insectes. Et on parle même de biome éolien. Des gens qui parlent d'un biome éolien qui dépend des vents. Donc il y a une vraie coopération, là, comme dites, entre les espèces dans ce modèle, en fait, dans cet écosystème. Oui, ce qui est vraiment central dans les interactions qu'on trouve dans ce milieu-là, c'est une forme d'interaction positive. Et on opposera ça, par exemple, à la compétition pour les ressources, qui est une interaction négative. Donc les plantes en coussin, elles ont réellement une interaction positive envers les autres organismes. D'accord. Alors, pour revenir, là, vous nous avez parlé de ces plantes en coussin. Et pour revenir sur votre journée type, ce que je me posais comme question, c'est comment vous allez faire ce prélèvement ? Parce que
Un géologue, typiquement, il va prendre un bout de broche, il va le casser, il va le mettre dans son sac, il va l'emporter. Mais vous avez affaire à du vivant rare, du vivant précieux. Euh, comment vous faites sur le terrain pour échantillonner tout ça? Oui, alors l'échantillonnage nous confronte à un premier problème qui est d'ordre éthique. On a envie d'être peu invasif et peu destructif, puisqu'on sait qu'on a affaire à des plantes voilà, très fragiles, qui poussent très lentement, qui sont, je l'ai dit, des petits arbres qui vivent à haute montagne. Donc on essaye d'avoir des prélèvements très légers, et on prélève en général quelques centimètres carrés de feuilles par plante, et que l'on conserve dans du silicagel. Donc c'est un dessicant, tout simplement, très puissant, le même genre de dessicant que vous avez dans les étuis d'appareils photo, et qui nous permet de conserver le matériel végétal tout en asséchant, et donc en conservant l'ADN, l'intégrité de l'ADN. Donc ça, c'est une première méthode, très légère, qui nous permet de prendre plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'échantillons sur quelques jours, une semaine. Bon, ça reste quand même relativement volumineux à transporter dans un sac à dos, mais c'est tout à fait possible. Lorsqu'on s'achemine vers des séquençages un peu plus exigeants en termes de qualité d'ADN, là, on est obligé carrément de transporter de l'azote liquide sur notre dos. On est obligé de transporter une bonbonne d'azote liquide. Et donc là, bien évidemment, vous vous doutez qu'on est quand même dans des milieux un peu moins verticaux, un peu moins difficiles d'accès, mais on emmène aussi ça en haute montagne, c'est possible, on l'a déjà fait. D'accord. Ah oui, donc il y a encore beaucoup de transport là à gérer en plus dans ce genre de conditions. Sébastien, merci. Oui, on a des sacs à dos Si assez on lourds. fait- Ah oui, oui, c'est sûr. Mais vous êtes bien entraîné apparemment quand même. D'ailleurs, vous subissez un entraînement spécifique ou voilà, comment ça se passe? Non, on n'est pas, je subis pas un entraînement tout particulier. Effectivement, il faut quand même une certaine condition physique, mais ça reste vraiment de l'ordre du faisable d'un point de vue physique. C'est ce qu'on réalise on va dire, comme sortie de montagne sont à la portée de tous les gens qui font de l'alpinisme. Il n'y a rien d'exceptionnel. D'accord. Quand même, hein. Si on fait un parallèle, Sébastien, avec par exemple, là, sur ces plantes de l'extrême, avec des bactéries qu'on appelle les extrémophiles, qu'on trouve dans les milieux extrêmes. Alors, qu'est-ce qu'on apprend lorsqu'on étudie là, ces plantes qui vivent dans des milieux extrêmes? Est-ce que vous trouvez notamment des mécanismes d'adaptation spécifiques? Vous regardez le génome également? Oui, moi dans mes recherches, on travaille beaucoup sur des données de séquençage génomique. Sauf que dans mon groupe de travail, dans mon département d'ailleurs, on utilise surtout les génomes pour inférer ou reconstruire les événements d'apparentement, l'apparentement entre les espèces, c'est-à-dire qui est cousin de qui. La Et filiation? d'autres groupes, par contre, de recherche s'intéressent à utiliser le génome pour retrouver des gènes qui sont liés à l'adaptation. Donc moi, c'est pas ce que je fais directement, mais c'est des choses qui sont connues, qui sont assez impressionnantes, qui ont été décrites chez les plantes, notamment la capacité à stocker un certain nombre de molécules tout simplement antigel à l'intérieur des cellules, et qui permettent d'abaisser le point de gelée des cellules. Incroyable. Et on a affaire à certaines espèces qui sont, certaines de ces plantes qu'on trouve en haute montagne sont capables de résister à plusieurs dizaines de degrés en négatif. Donc on parle même en conditions expérimentales jusqu'à 100 degrés, moins de 100 degrés de résistance. Waouh. Plante québécoise, canadienne. Ça marche pas sur la tomate, par contre. Non. Alors, on va faire une transition vers les activités de la Fondation, puisque nous, on s'intéresse beaucoup à l'effet des polluants sur les écosystèmes, et les hommes également. Et est-ce que vos recherches abordent également la contamination de ces écosystèmes? Et avez-vous déjà trouvé des contaminants au niveau de ces plantes? C'est vraiment une bonne question. Alors moi, je ne m'intéresse pas à la question de l'écotoxicologie réellement, hein. C'est pas au centre de mes recherches. Par contre, pour ce qui est de l'observation, oui, ça m'est déjà arrivé d'observer tout simplement des plastiques en haute altitude, des bouts de plastique. On trouve des bouts de plastique jusque dans ces plantes. Ah oui? Mais quel genre de plastique vous avez pu regarder un peu Donc, j'ai pas expertisé la provenance. Ouais. Mais j'en suis assez, je dirais malheureusement assez peu surpris, parce que j'avais déjà eu l'occasion d'observer en milieu arctique, en l'occurrence, on trouve aussi des plastiques dans les nids d'oiseaux au nord de Spitzberg, hein, vous savez. Donc, pourtant, personne ne rejette du plastique là-bas, mais les plastiques, on les trouve aussi dans des nids, dans des colonies d'oiseaux, même en zone arctique. Donc, pourquoi pas en haute montagne? Donc, c'est des plastiques qui sont certainement amenés par le vent. Mais j'en ai déjà trouvé, oui.
Ok. Et c'est assez impressionnant. Alors pour ce qui est de l'adaptation, par contre, on a quand même des espèces des fois qui vont s'adapter à des roches qui sont naturellement polluées. Donc par exemple, c'est le cas des ophiolites, qui sont des roches d'origine en fait, de volcanisme sous-marin. Donc on a des plantes, des androsas en particulier, qui sont adaptées à ces roches-là. Qui ont des fortes concentrations en métaux, vous voulez dire ou... Bah, voilà, c'est des roches qui sont très concentrées en certains métaux qui sont en fait néfastes à la vie des plantes. Et on a quelques espèces, elles sont rares, qui sont adaptées à ces roches-là, puisque c'est le seul substrat disponible quand il est affleurant en altitude. Une autre question un peu en lien avec celle-ci, c'est bon, est-ce que ces écosystèmes ou certaines de ces plantes qui composent ces écosystèmes peuvent être considérées comme des espèces sentinelles dans ces hauteurs? Oui, au même titre, je dirais d'une manière générale, des écosystèmes alpins, les écosystèmes de haute montagne sont des écosystèmes tout particulièrement sentinelles, tout simplement parce qu'ils sont exposés à des changements climatiques qui sont disproportionnés. Le climat se réchauffe d'autant plus vite en altitude. Et donc, on a d'ailleurs un certain nombre de recherches aussi où on revisite des sites qui ont été visités des fois jusqu'à il y a 200 ans et où on refait les analyses floristiques pour essayer de voir comment ces milieux-là ont changé. On a affaire à des espèces qui sont donc sentinelles et puis aussi clés de voûte, puisque de ces plantes-là dépend une grande biodiversité. Alors, c'était justement un petit peu notre question suivante avec ce changement climatique et ces écosystèmes. Est-ce qu'ils sont, et vous l'avez déjà un petit peu évoqué, amenés à disparaître, à évoluer? Est-ce que vous avez déjà pu observer ces changements? Oui, désolé, j'ai un peu anticipé, j'ai sauté à la question suivante. Oui, nous avons l'occasion d'observer de grands changements dans ces milieux de haute montagne, et notamment un des changements observés récemment, c'est, et ça peut paraître contre-intuitif, c'est un enrichissement en fait, de la flore des sommets, du fait tout simplement de la colonisation par des espèces nouvelles. En particulier, on imagine bien qu'en haute montagne, il peut y avoir des milieux qui sont libérés notamment par la fonte des glaciers, et donc de nouvelles espèces viennent s'y installer. Donc on a des espèces qui remontent, mais on a aussi des espèces qui vont venir d'autres sommets, qui vont se redéployer, disperser entre sommets. Donc c'est pas seulement une remontée d'espèces, c'est aussi il y a un redéploiement des espèces en altitude. Donc c'est des milieux qui changent assez vite et qui sont en mutation vraiment très très rapide. Mais c'est Alors- étrange parce que il y a des connexions entre sommets alors que c'est souvent compris comme des îlots un peu. Oui, je pense qu'on pourrait parler de ces milieux de haute montagne comme des îlots, mais j'en parlerai peut-être mieux sous la forme d'un archipel, c'est-à-dire quand même un ensemble d'îles plus ou moins connectées. Et donc effectivement, beaucoup de ces plantes vont produire des graines qui sont assez légères, par exemple, qui sont capables de disperser entre différents sommets. Donc on a l'analyse des génomes, l'analyse de séquençage nous le montre. On a des signatures dans les génomes qui nous montrent qu'il y a des événements de dispersion entre sommets. Donc ces sommets sont quand même un peu plus connectés que l'on peut l'imaginer. Et est-ce qu'il y en a qui viennent d'ailleurs, d'autres chaînes de montagnes? Est-ce que ça, vous avez retrouvé? Oui, on trouve des fois des plantes qui vont être en disjonction géographique entre plusieurs chaînes de montagnes, notamment entre les Pyrénées et les Alpes. C'est tout à fait possible. C'est un peu décoiffant d'une certaine manière, mais Oui. c'est des choses qui arrivent. On a bien des dispersions entre chaînes de montagnes, pourtant des fois très éloignées les unes des autres. Incroyable. Alors, au-delà des Alpes et de votre terrain d'étude de prédilection, quel autre massif avez-vous étudié et pourquoi? Justement, on en parlait. Alors j'ai eu l'occasion, dans le cadre de collaboration, donc vous l'avez dit, on a travaillé en zone arctique. Donc c'est pas un massif montagneux, mais c'est une zone où la végétation ressemble aussi à la végétation alpine. Et j'ai aussi eu l'occasion de travailler dans les Andes, et en particulier dans le nord des Andes, dans les Andes tropicales, parce que c'est une autre zone très intéressante du point de vue de la biodiversité. Donc ça, c'est des projets qui sont menés par des collègues à moi au laboratoire, mais dans lequel j'ai le plaisir de collaborer. On parle de points chauds de biodiversité, et le nord des Andes est un des points chauds mondiaux de biodiversité, en particulier de biodiversité végétale. Ok, merci. Et si on se rapproche donc de là où on est à Valence, en Drôme ou en Ardèche, est-ce que vous avez déjà été grimpé par là-bas? Oui, j'ai déjà été grimpé et puis regarder les plantes dans le Vercors notamment.
Moi, je m'intéresse beaucoup à un groupe de plantes qui s'appelle les androsaces. Donc, c'est des plantes à fleurs blanches qui sont dans la famille des primevères. Et on a notamment dans le Vercors plusieurs espèces d'androsaces. Et il y en a une en particulier qui m'a intéressé il y a quelques années, sur laquelle je continue à travailler, qui est en commun avec les montagnes du Jura. Donc, ça s'appelle l'androsace lactée, l'androsace couleur de lait. Et donc, c'est une plante très rare qui se trouve en périphérie des Alpes, sur les massifs calcaires. Donc, c'est le genre de plante qu'on Dans le trouve dans le Vercors. Vercors et qui est très, très rare. On la trouve où, par exemple, sur le Grand Vémont, sur la chaîne là-haut? Ah, alors On non, sur rappelle le, qu'il sur ne le faut Grand pas Vémont, cueillir non, on les n'est pas très fleurs loin. sauvages. On la trouve plutôt. Alors, pourquoi vous parlez du Grand Vémont en particulier Parce que moi, je l'aime bien, le Grand Vémont, donc je sais Ah, pas si je d'accord, devrais ok. ouvrir Alors, sur l'œil le la Grand prochaine Vémont, fois. non, oui, alors il y a d'autres plantes intéressantes sur le Grand Vémont, mais pas celle-là. Non, l'Ambrosace lactea, on la trouve plutôt dans la région de Villard-de-Lans et de Corançon. Mais sinon, cette plante, par exemple, avait été observée apparemment il y a un siècle sur les hauts plateaux du Vercors, donc plus vers le sud, et on l'a jamais retrouvée. Donc c'est peut-être une plante qui est d'ailleurs en régression. D'accord. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Sébastien. Merci Merci à à vous. tous pour les questions. On était très heureux de vous recevoir et d'en apprendre plus sur les plantes coussins et la botanique en milieu extrême et l'écologie verticale. Ça donne reste envie un d'y aller, concept. hein. C'est clair, ça donne envie d'être alpiniste. Et vous pour ma faites, part. Chercheur alpiniste. Ouais, vous faites des interventions en refuge, non? C'est ça? Pour sensibiliser tous les alpinistes à la biodiversité qu'ils peuvent voir Oui. sur les falaises. Ça arrive, oui, je fais des interventions en refuge ou dans des conférences grand public, quoi, assez régulièrement. Ouais. Ouais. Et si les gens sont intéressés, où est-ce qu'ils peuvent retrouver ces informations? Alors, il y a du matériel sur Internet, il y a eu des documentaires aussi qui ont été réalisés. Je m'efforce de mettre les liens sur ma page. Voilà, c'est des choses qui se passent assez fréquemment. Il y a eu une émission à Faut pas rêver il n'y a pas longtemps, par exemple. Oh, magique. Ouais, ça Bah, passe à la écoutez. télé assez régulièrement. C'est vrai? On regardera alors. En Et tout cas, oui. et si les gens veulent vous retrouver, donc ils peuvent vous retrouver sur votre site. seb.laverne.free.fr. Voilà. Et bien, Voilà. merci beaucoup, Manon. Merci beaucoup, Sébastien, en tout cas, pour cet entretien. Et puis, nous, on lance notre interlude musical. Il s'agit de Wax Taylor feat. Charlotte Savary, Says the Day. Perhaps those who may be among us tonight for the first time may be wondering what is going to happen now. Hold him close, petals of a rose, thorns as well, friends and foes have no fear. Don't you trust? You trust? You trust? You must trust me. Trust me. What is going to happen now? I can't see much in the future. In the future. Let them burn. Things have gotten admire fire. Things undone. There's applause. They're being caught. You're sincere. That's what we're. Have no Don't you trust? You trust? You trust? You must trust me. Trust me. I don't mind whatever happens.
Vous reprendrez bien un peu de science? Allez, on passe aux actualités scientifiques. Alors aujourd'hui, on va parler de PFAS, du grand défi, de l'expertise agriculture sans pesticides, d'une actu pesticide-herbicide et puis du MOOC de Tela Botanica. Alors les PFAS, qu'est-ce que c'est les PFAS? Alors déjà, oui, c'est quoi les PFAS? Les PFAS, ce sont des substances per- et polyfluoroalkylées qui entrent dans la composition de nombreux produits du quotidien que l'on connaît, et ils sont utilisés pour leurs propriétés spécifiques anti-adhésives ou semi-conductrices. Donc c'est par exemple les poils Tefal, les imperméabilisants comme le Gore-Tex, donc sur vos chaussures de randonnée, mais également des batteries, des prothèses de hanche, des cannes électriques. Donc voilà, la semaine dernière, Le Monde a publié une série d'articles mettant en évidence la contamination massive de l'Europe à ces PFAS que l'on peut considérer comme des polluants émergents. Donc le problème, c'est que ce sont des composés toxiques, cancérigènes pour certains, et très persistants dans l'environnement. Le Monde et Forever Pollution Project, qui regroupe plusieurs journalistes au niveau européen, ont relevé l'ampleur de la contamination du continent, du vieux continent, par ce poison, avec notamment une carte interactive. Donc il s'agit là d'une impressionnante collection de données entre 2003 et 2023, donc 20 ans quand même, dans l'eau, les sols, mais également les organismes vivants. Et en plus de l'identification de sites contaminés, sont également répertoriés sur cette carte des sites de production et d'utilisation. Si la région Rhône-Alpes est loin d'être épargnée, les pays les plus contaminés sont la Belgique et les Pays-Bas, notamment dans les eaux. Oui, quand on regarde la carte qui a été publiée là, c'est quand même impressionnant de voir le nombre d'endroits qui sont contaminés au PFAS. Extrêmement impressionnant. Merci Damien. Alors on passe au retrait, une procédure de retrait de marché d'un produit phytosanitaire en Bretagne. Alors tout à fait, c'est même au niveau national. On a l'ANSES, qui est l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation et de l'environnement et du travail, qui a engagé le 15 février une procédure de retrait du marché pour les produits phytosanitaires contenant du S-métolachlore. Donc c'est un herbicide qui est utilisé notamment sur les cultures de printemps, qui pourrait en plus faire l'objet d'une procédure au niveau européen. En cause notamment les dérivés chimiques de ce produit et que l'on retrouve en grande quantité parfois dans les eaux souterraines et l'eau potable. Donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller visiter le site de l'ANSES. Et deuxième actualité un petit peu aussi sur les pesticides et herbicides, nous avons un scientifique britannique, Dave Goulson, qui a publié ses travaux, notamment dans un livre grand public qui est sorti en février, Terre silencieuse, empêcher l'extinction des insectes. Ce spécialiste de l'écologie des pollinisateurs travaille depuis plusieurs décennies sur les effets des pesticides sur la biodiversité, à travers notamment la préservation des insectes. Ces travaux, ainsi que de nombreuses études, notamment en Allemagne, corroborent des choses que l'on savait, que l'on craignait, à savoir notamment une chute vertigineuse de près de 80% de la biomasse des insectes entre la fin des années 90 et 2016. Quand on connaît l'importance des insectes dans la biodiversité, notamment ils en représentent une grande majorité, 70% des espèces, ils servent de nourriture à de nombreux animaux et, très important, ils pollinisent les plantes, celle qui a un rôle vital, y compris pour l'homme. Il s'agit donc d'une alerte à prendre au sérieux. Merci beaucoup Julien. Donc on vous invite, si vous voulez en savoir plus, à lire le livre de Dave Goulson, Terre silencieuse. Eh bien, on passe maintenant à une autre actualité, une actualité qui concerne les entreprises, les partenaires entreprises, puisqu'on va parler ici de deux initiatives, le Grand Défi et la Convention des entreprises pour le climat qui, au départ, elle a réuni plus de 100 dirigeants d'entreprises afin de les sensibiliser aux problématiques environnementales et de les faire travailler sur la mise en place de propositions concrètes qui permettent une réduction de leur impact environnemental adapté à chaque secteur. Alors, le rapport final de cette première édition de la Convention des entreprises pour le climat à laquelle nous avons participé en tant qu'intervenants experts a été rendu le 25 octobre 2022. Je vous invite à aller le lire sur leur site. Et les parcours de transformation qui ont été mis en place lors de cette convention se déclinent maintenant en ateliers territoriaux. Donc n'hésitez pas, il y en a un en Auvergne-Rhône-Alpes à aller voir également sur leur site si ça vous intéresse. À noter également la deuxième initiative qui concerne les entreprises sur la base de la Convention citoyenne pour le climat. J'ai nommé le Grand Défi, où une centaine de salariés sur le modèle de la Convention citoyenne pour le climat ont été sélectionnés au niveau national, puis ont travaillé sur une centaine de propositions concrètes pour réduire l'impact sur l'environnement. Donc je vous invite également, si ces propositions vous intéressent, à aller les voir sur le site du Grand Défi. Elles viennent tout juste
d'être publiés. Et on passe maintenant à l'expertise agriculture sans pesticides. Alors tout à fait, Delphine, le mois prochain aura lieu à Paris un colloque de restitution de la prospective agriculture européenne sans pesticides chimiques en 2050. Donc comme on le sait, les impacts négatifs de l'usage des pesticides chimiques sur l'environnement, la biodiversité et la santé sont devenus un sujet majeur de préoccupation au niveau du monde de la recherche, mais également des citoyens. Donc la prospective agriculture européenne sans pesticides en 2050 a été menée dans le cadre d'un programme européen et coordonnée par l'INRAE. C'est lié au Green Deal. Elle a exploré durant 2 ans les voies possibles pour développer une agriculture sans pesticides à l'échelle européenne en s'appuyant sur l'expertise d'une centaine de chercheurs quand même. Et la prospective a construit des scénarios d'agriculture sans pesticides chimiques en répondant à plusieurs questions. Par exemple, quelles pourraient être les différentes formes d'agriculture et de systèmes alimentaires sans pesticides chimiques à l'horizon 2050 et avec quel impact sur la production, l'usage des terres, le commerce et les émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est un peu de teasing parce que ça, on vous en reparlera des résultats dans notre prochaine émission de Radio BLV. Merci Damien et on passe au MOOC Tela Botanica. Et oui, pour tous les naturalistes, la plateforme Tela Botanica, le réseau des botanistes francophones, propose un nouveau MOOC sur les pollinisateurs. Qui sont les principaux pollinisateurs ? Comment interagissent-ils avec les plantes ? Quelles sont les pressions qu'ils exercent sur eux ? Comment les accueillir et les préserver ? Les cours démarreront le 20 mars pour s'échelonner sur 7 semaines. Allez, rendez-vous sur telabotanica.org. Allez, tous sur Tela Botanica. Allez, on passe à l'anecdote de Manon. Il y a peu, je vous proposais une balade amoureuse à travers la forêt de Soux, joyau naturel drômois, tant sur le plan géologique, climatique que botanique. Eh bien, l'Ardèche peut aussi se gausser d'une curiosité peu commune. J'ai nommé le plateau du Coiron. Entre Privas, Aubenas, Le Teil et Montélimar, son relief est largement reconnaissable depuis le ciel, qui s'étale depuis le col de l'Escriné, telle une feuille de chêne jusqu'au Rhône. Ce plateau est en réalité une grande coulée de lave basaltique datant d'une petite dizaine de millions d'années, reposant sur des marnes et calcaires plus anciens, lorsque la mer occupait la région il y a 100 à 150 millions d'années. Avec le phénomène d'érosion, cette lave, qui s'était initialement écoulée dans le fond d'une vallée, se retrouve désormais en hauteur, formant un plateau aux falaises et aux flancs abrupts. On appelle ça une inversion du relief. Et cela n'est bien évidemment pas sans influence sur la biodiversité locale. Le plateau basaltique, acide et poreux, est peu fertile et se compose de pelouses sèches qui accueillent des espèces adaptées. Beaucoup d'insectes y trouvent refuge, n'est-ce pas Julien ? Son flanc sud, très exposé, présente les caractéristiques d'une forêt méditerranéenne avec beaucoup de chênes, tandis que son flanc nord, ombragé et froid, est plus montagnard avec ses hêtraies, ou faillard dans le patois local. Sa corniche sert de refuge pour de nombreuses espèces d'oiseaux, dont beaucoup de migrateurs. Une grande particularité vient aussi de ses cavités. Très peu de grottes présentent comme elles un toit de basalte et des parois de calcaire, présentant une forte dissolution. Un rêve pour les chauves-souris. Les humains aussi ont tiré parti de cet habitat peu commun. Le plateau a été et est toujours fortement utilisé pour le pâturage, tandis que les villages se sont développés au bas des flancs, à proximité des sources. La roche très poreuse, dite pyroclastique, a accueilli des maisons. Le village de Montbrun est un exemple de troglodytisme médiéval des plus aboutis en France. Plus généralement, vous pourrez trouver des vieux corps de ferme aux assemblages multicolores, présentant des damiers de roches noires basaltiques et des calcaires blancs ou beiges, comme à Rochemaure ou Saint-Jean-le-Centenier. De toute beauté. Et je n'allais pas vous laisser sans un petit cocorico local. C'est du Coiron que toute l'étude des volcans du Massif central débute au XVIIIe. L'histoire vaut le détour. Au siècle des Lumières, 2 éminents scientifiques du Muséum d'histoire naturelle, que sont Guettard et Malesherbes, sont de retour de leur voyage d'étude des volcans actifs italiens et font halte à Montélimar. Imaginez-vous le tableau. Ils sont en train de savourer une pause bien méritée tout en picorant du nougat et sirotant une bonne bière bien fraîche. Ils repensent au fabuleux paysage de l'Etna, ces belles laves noires brillantes et puis soudain, ces laves, elles sont là, sous leurs yeux. Comment ça ? Et oui, des ouvriers sont en train de paver la rue avec les roches en question. Nos scientifiques n'y tiennent plus. Ils délaissent bière, saucisson et nougat et demandent aux ouvriers de les mener au Graal, le lieu de l'extraction. C'est à Rochemaure, au pied du Coiron. Ils vont donc rapporter leurs observations à la communauté scientifique avant d'entreprendre rapidement un voyage à travers le merveilleux paysage des choses qui les mènera finalement jusqu'à la chaîne des puits. Géologue en herbe, naturaliste passionné ou simple marcheur curieux, n'hésitez donc pas à leur emboîter le pas. Vous reprendrez bien un peu de science ?
Merci Manon. Et on passe maintenant aux actualités de la Fondation. Merci Manon, on va tous faire un petit field trip. Alors l'appel à projet 2023 qu'on vient de lancer à la Fondation, Damien ? Alors oui, donc la semaine dernière, appel à projet 2023, parce qu'on soutient des projets de recherche de laboratoires publics. Hein. C'est sur la thématique générale de l'alimentation et les substances toxiques. Donc comme vous le savez, la sécurité alimentaire est un sujet de santé publique majeur en France et en Europe. En particulier, donc, on s'intéresse aux contaminants, aux substances toxiques dans la nourriture, par exemple les pesticides, les antibiotiques. C'est un sujet très important. Donc les aliments peuvent être contaminés à travers de multiples sources, et ça commence dès le début avec la contamination des sols ou de l'eau, et ça finit avec, dans l'assiette, la nourriture, le produit fini. Donc ça se passe tout au long du cycle de croissance, par exemple d'une plante ou d'une espèce animale, et la contamination peut se faire à travers la chaîne alimentaire ou le réseau de chaînes alimentaires. Donc là, l'idée, c'est vraiment de soutenir des recherches et des modèles pour réduire les contaminants et leurs effets tout le long de la chaîne alimentaire et de ce processus des écosystèmes aux humains. Merci Damien. Donc on rappelle que les personnes qui sont intéressées peuvent soumettre leur projet jusqu'en fin juin. Le 30 juin, c'est ça, minuit. Merci. Et on passe à notre prochaine conférence grand public. Alors oui, notre prochaine conférence aura lieu le mercredi 8 mars, toujours au cinéma Le Navire de Valence. Et le sujet en sera la santé respiratoire, l'influence de l'environnement. Donc pour cela, nous aurons le plaisir d'accueillir Valérie Siroux, qui est directrice de recherche à l'INSERM de Grenoble et qui est membre de l'équipe épidémiologie environnementale appliquée à la reproduction et à la santé respiratoire. Santé respiratoire, un sujet d'importance. Voilà, donc n'oubliez pas, c'est au Navire à 18h le 8 mars, et puis vous pouvez vous inscrire sur le site de la Fondation. Merci Manon. Retour pour tous les deux, Manon, Damien, Oui, sur oui. les zones humides. Oui, alors on était le vendredi 24 dernier avec Damien. On est parti au premier atelier géographique organisé par le syndicat mixte de la rivière Drôme qui avait comme thème les zones humides dans le territoire de la Drôme, ou le bassin versant plutôt. Quel objectif ? C'était rassembler les différents acteurs du bassin versant de la rivière Drôme pour comprendre et discuter les enjeux sociaux, économiques et environnementaux des zones humides sur notre beau territoire. Un beau moment d'échange qui se poursuivra sur le terrain le 30 mars prochain avec un pédologue écologue. Donc, si la thématique vous intéresse, n'hésitez pas à vous manifester auprès de la Fondation ou directement du syndicat mixte de la rivière Drôme. Merci beaucoup Manon. Les zones humides, un sujet d'importance et un terroir de biodiversité. Et puis nos 10 ans, parce que cette année la Fondation a 10 ans, donc pareil, petit teaser, rejoignez-nous, réservez votre date, save the date comme on dit, le 7 juin. Ce sera chez Jean-Louis Saloun et on vous prépare tout un tas d'activités ludiques et scientifiques pour apprendre en s'amusant et surtout passer un bon moment ensemble. C'est tout nous ça, ludique et scientifique. Ludique et scientifique. Tout nous. Eh bien, en tout cas, merci à tous. C'est la fin de cette émission, la parenthèse scientifique. Si vous voulez nous écrire ou assister à l'un de nos événements, n'hésitez pas, soit sur contact@fcsrovaltin.org ou alors à laparenthèsescientifique@gmail.com. Eh bien, merci à tous. Merci Manon. Merci. Merci Damien. Merci beaucoup et bonne journée. Merci Julien. Merci. Et merci Clément à la technique et merci à Radio BLV de nous recevoir. Merci toujours à vous pour aussi votre bien. émission. Comme d'habitude. Eh bien, on vous retrouve, on vous dit merci à vous aussi de nous avoir écoutés et on vous retrouve avec plaisir le mois prochain. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Oh, regardez, c'est pas la Fondation Rovaltin? Ah ça, c'est encore des spray du bocal. Qu'est-ce qu'ils font? Je crois qu'ils vont nous régaler avec un peu de science.